photographié des étudiants à l'université de Kaboul. Tu étais en plus en reportage pour France TV, Radio France et Libération. Tu as été arrêté par le pouvoir en place et tu as été incarcéré. Tu as fait un séjour très long dans plusieurs prisons et notamment des prisons afghanes et des prisons du renseignement taliban. Tu as été interrogé, tu as été torturé, les autorités ont refusé de te considérer comme un journaliste et tu as été soupçonné d'être un espion du gouvernement français. Et après plusieurs mois de bataille acharnée, tu as été libéré le 18 octobre de cette année et 2 jours après, tu es arrivé en France. Voilà. Moi j'avais trois questions à te poser. Pendant tous ces mois où tu as subi ces violences en prison, durant toute cette période, est-ce que tu étais informé du comité de soutien qui avait été créé par ta femme en France et de ce comité de soutien qui était actif et qui se battait pour ta libération? Et comment tu l'as vécu? Oui, bonsoir, merci beaucoup. Oui, alors, au début, j'étais devant l'université de Kaboul en train de faire un reportage pour le journal Libération et plus tard pour France Télé Radio France. Mais à ce moment-là, j'ai été arrêté par le service de renseignement des talibans, le réseau Haqqani. On appelle ça l'ombre d'Al-Qaïda. On a aidé l'Al-Qaïda pour les attentats en septembre des États-Unis. Et donc, en fait, ils m'ont emmené dans un bureau local du renseignement des talibans. Puis, voilà, vous savez, dans ces pays-là, c'est pas facile de vivre dans une prison du renseignement, notamment locale, où il n'y a pas de fenêtre, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de lumière. Ils m'ont gardé 10 jours, je ne savais pas où c'était, parce que mes yeux étaient bandés, mes mains, mes pieds menottaient. Puis j'étais transféré au central de renseignement. Ils me disaient, si tu ne parles pas, si tu ne dis pas que tu es un espion pour le service français qui emmène de l'argent pour la résistance en Afghanistan, on va te tuer, parce qu'il était prêt à tirer. Et voilà, et puis après plus d'un mois, et l'agent du renseignement vient me prendre par l'arrière en me frappant avec des coups de pied et me dit Sal Hazara, je fais partie d'une minorité ethnique en Afghanistan, Hazara, les Hazaras, et on ne peut pas te tuer parce que vous êtes partout dans les médias. Et en me frappant et en me fouettant. Et puis voilà, ils m'ont jeté encore dans une cellule. Et je me suis dit, mes collègues en fait m'ont pas abandonné. Ils sont en train de faire tout pour moi, notamment ma femme Alexandra qui est là dans la salle. C'est notamment grâce à elle. Vous voyez, elle est danoise, elle ne parle pas le français, elle parle anglais, elle s'est installée à Paris pour me libérer en fait. Voilà, je suis libre. Elle a mobilisé une quinzaine de rédactions avec qui je bossais. Et elle a créé le comité de soutien partout en France, organisé des événements, elle a travaillé 24 heures sur 24, alors qu'elle est étudiante en architecture. Et voilà. Merci, Jean-François. Maintenant, tu es revenu en France, ça fait un peu plus d'un mois maintenant, ça fait un mois et demi. Comment tu vis ce retour à cette vie normale, enfin entre guillemets, si j'ai envie de dire, une vie normale? Comment tu arrives à te réinstaller, à reprendre un rythme, j'ai envie de dire, est-ce que tu arrives à reprendre un rythme normal après tous ces mois de tension? Oui, alors c'est pas du tout facile.
d'abord, je suis toujours en fait ma psychiatre et mon psychologue à l'hôpital Bégin militaire à Paris et à Saint-Mandé. Et en même temps beaucoup de rendez-vous administratifs, tout. Étant un journaliste indépendant, en même temps avec une double nationalité, franco-afghan, bah, l'État en fait m'aide pas beaucoup, et en même temps parfois maltraité dans les ministères. Et donc voilà, c'est très difficile en fait. Beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de... déjà, j'arrive pas à dormir la nuit. Des cauchemars, des crises d'angoisse, des médicaments à prendre tout le temps, voilà. Et puis aussi les rendez-vous administratifs. Heureusement que... Surtout qu'en France, on sait ce que c'est. Ah oui, là, c'est le système. Déjà, en fait, je n'existe plus pour le système. Et heureusement qu'en fait, Mediapart m'a beaucoup aidé. Déjà, je suis pigiste pour Mediapart, mais je n'étais pas sur place pour Mediapart. Ils m'ont pris un avocat en fait pour m'aider pour mes rendez-vous administratifs. Et donc voilà, c'est vraiment très difficile à gérer tout en fait, en même temps tout seul. Quoi. Mais oui, j'essaye en fait de reprendre ma vie quotidienne d'avant et voilà, avancer. J'ai envie de bosser en fait, voilà, travailler parce qu'on a besoin d'aujourd'hui parler surtout d'Afghanistan où il y a moins en moins de journalistes, tout est censuré aujourd'hui en Afghanistan, les journalistes occidentaux ne peuvent plus y aller en Afghanistan pour faire de reportages, alors qu'en fait il y a un an on pouvait y aller, même des journalistes indépendants qui pouvaient partir toujours depuis Paris. Ils ne délivrent plus de visa par exemple. Plus de visa. Ouais. J'ai moi-même accompagné des journalistes indépendants depuis Paris à Kaboul. Depuis en fait 2021, j'ai fait au moins une vingtaine des allers-retours et donc presque tous les mois pour une quinzaine de rédactions françaises. Et on a fait de grands reportages, on a gagné des prix et on a surtout voulu donner la parole aux Afghans et aux Afghans aujourd'hui quand on parle de moins en moins. Du coup, ma dernière question, c'est par rapport à ton histoire et peut-être élargir un petit peu ce débat, c'est quand on t'entend, en fait, on a l'impression qu'en Afghanistan, le journaliste est devenu totalement impossible puisque les journalistes afghans sont incarcérés. Selon toi, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire là-bas? Comment est-ce qu'on peut raconter ce qui se passe en Afghanistan compte tenu de la situation, compte tenu qu'on ne délivre pas de visa? Voilà, qu'est-ce que, selon toi, il est encore possible de faire? C'est très difficile pour les journalistes occidentaux aujourd'hui aller en Afghanistan, mais il faut passer par quelqu'un aujourd'hui. Moi je parle d'aujourd'hui parce qu'avant c'était plus facile. Partir en Afghanistan, il faut demander un visa à l'ambassade à Paris, puis partir à Kaboul avec un fixeur ou un interprète sur place, un Afghan, et puis voilà, c'est fini. Puis on met des images et des reportages. Aujourd'hui, depuis plusieurs mois, les talibans ne donnent plus d'autorisation. C'est-à-dire il faut passer en fait, il faut demander l'autorisation avant, envoyer un mail, puis après la demande a été refusée. Pourquoi? Parce que vous êtes un Français, parce que vous travaillez pour un journal français, parce que vous travaillez pour un journal européen, et donc parce que vous avez critiqué les talibans avant sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ils regardent tous les réseaux sociaux. Ils regardent, ils vérifient les réseaux sociaux, ils vérifient tout, le nom, le background, LinkedIn, tout, Facebook. Même si vous avez liké un post, une publication négative sur les talibans, vous n'allez pas avoir votre autorisation. Donc c'est assez difficile, mais il y a, bien sûr que si on veut, oui, on pourrait trouver des solutions de partir en Afghanistan. Il faut, je peux des astuces aujourd'hui. Si vous avez envie de partir, c'est voilà. Et même comme maintenant aujourd'hui, moi j'aimerais beaucoup y retourner. Je peux y retourner, mais malheureusement je ne peux pas avec ma santé. Et à la fois parce qu'en fait vous voyez, en fait déjà j'aimerais parler d'un sujet assez important dans les médias. Je me disais en fait au début, je suis enfant depuis 8 ans. Depuis 8 ans en France, je suis arrivé, je parlais même pas un mot de français, voilà, j'étais dans la rue SDF, puis après
je lisais les journaux dans les métros, et à l'époque, en 2015, les journaux français me faisaient peur, parce que les titres étaient « Ils arrivent, la crise des réfugiés », je me disais, ils parlent de moi. Et même maintenant que j'ai un passeport français, je suis de la nationalité française, et j'ai un passeport, et à l'aéroport, la police me demande, il regarde en fait mon passeport français, et puis après, il est où le Wardak? Parce qu'en fait, la ville de naissance, ça s'écrit Wardak, pas le pays de naissance. Mais ça se dit, c'est français, mais la ville de naissance, c'est Wardak. La police me demande, c'est où le Wardak? Je ne veux pas en fait avoir de problème, qui vérifie encore, revérifie si c'est un document fake ou pas. Je dis, c'est en Bretagne. Et la police m'a répondu, m'a dit, je ne savais pas. C'est au Finistère. Et maintenant, vous savez que j'adore la Bretagne, surtout de l'Armonais. Et donc, voilà, les astuces, j'ai pas oublié. Si vous voulez couvrir l'Afghanistan, je pense que la plupart d'entre vous sont des journalistes indépendants, peut-être des médias. Il faut passer aujourd'hui, et ceux qui font, les collègues, rarement, il faut demander à une organisation internationale, l'ONU, pour couvrir un de leurs événements sur place en Afghanistan. Ils peuvent vous donner un accord, peut-être ils vous prennent aussi en avion, financer une partie. Et ils vous prennent en fait, c'est eux qui s'en chargent en fait des autorisations, donc l'ONU sur place, ils peuvent vous aider avec une autorisation de l'ONU, que vous pouvez y aller pour couvrir un événement de l'ONU à Kaboul en Afghanistan, puis après à un côté faire votre reportage. Donc là c'est possible, les gens ils ont déjà fait. Les dernières semaines. Oui, donc c'est difficile, mais il faut vraiment aujourd'hui, comme j'ai dit, en fait, il n'y a plus de médias indépendants en Afghanistan. Il n'y a plus de moitié. Dans la prison, j'ai rencontré des journalistes locaux, afghans, qui sont en prison depuis plus d'un an et demi, même, depuis l'arrivée des talibans. Leurs familles n'ont plus de nouvelles d'eux, et qui m'ont dit, Mortaza, il y a un grand pays derrière toi, c'est la France, ton pays. Et la France peut te faire libérer d'ici, et s'il te plaît, faire entendre notre voix, que nous, on est toujours dans la prison. Et donc, parce que c'est pour ça qu'en fait, moitié des médias afghans ont dû fermer, parce qu'en fait, ils étaient menacés aujourd'hui, la grande chaîne afghane, News, qui était indépendante d'avant, donc c'est surveillé par le renseignement des talibans. Et le renseignement des talibans, on ne parle pas que des talibans, le renseignement des talibans aujourd'hui géré par le réseau Haqqani. Le réseau Haqqani, c'est un groupe terroriste connu à l'international. Ce sont des anciens prisonniers de Guantanamo qui ont fait des attentats terroristes, qui ont aidé Al-Qaïda à faire des attentats à l'étranger, en Occident. Et notamment Wassir, qui était le directeur du service renseignement des talibans, qui est en fait, qui était un ancien prisonnier de Guantanamo, échangé contre un soldat américain en 2014. Donc, ce sont assez dangereux, et donc en fait, ils sont prêts. Et j'ai vu des gens qui étaient tués devant moi. Et dans la prison du renseignement, donc comme je dis en fait, on a perdu la notion de jour et nuit. On ne savait pas si c'est la nuit, on ne savait pas si c'est le jour. On entendait des gens qui rentraient, qui travaillaient, il y avait des bruits. On se disait, là maintenant c'est l'heure de travail, et ils commencent à travailler, et la nuit, quand il n'y a plus de bruit, là c'est le soir. Et on n'était pas autorisé à aller aux toilettes parfois. Et donc, c'était, vous regardant la nuit, entendre le cri des femmes et des filles afghanes qui étaient aussi à côté, dans la prison des femmes, qui étaient juste à côté, on les entendait. Et je me disais, Murtaza, t'es pas seul, fais ton travail, t'es un journaliste. Je me disais, peut-être que c'était ton destin. Essaye d'entendre les autres, d'autres prisonniers qui sont là, politiques, et peut-être tu peux les raconter plus tard. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé à tenir en fait dans la prison. Même qu'on n'arrivait pas à marcher plusieurs semaines,
parce que, comme j'ai dit, en fait, ils étaient prêts à tirer, et même maintenant, j'ai beaucoup de traumatismes la nuit, et beaucoup de problèmes de santé, parce qu'il faut aller toujours voir un médecin. Et oui, il faut surtout, quand on part en Afghanistan, faire des reportages en tant qu'un étranger, faire attention à ce que vous êtes en train de faire confiance à la personne avec qui vous bossez ou travaillez, le fixeur, parce qu'aujourd'hui, les fixeurs qui sont sur place, parce que surtout, ce sont un formateur du régime, soit ils ne veulent pas travailler, soit ils prennent beaucoup d'argent. Donc, on arrive très très difficilement à travailler en Afghanistan aujourd'hui. Merci beaucoup Mortaza, vraiment de nous avoir partagé